Bonjour, bienvenue à ce tirage de la pleine lune du 27 février 2021. Alors j'ai skippé volontairement le tirage de la nouvelle lune précédente. Je me sentais pas inspiré. En fait, j'avais probablement besoin d'introspection par rapport à l'ensemble des énergies en place, des énergies qui me renvoyaient surtout à un désir de changement, un désir de nouveauté, donc un désir de modifier ma façon d'être et de transformer ma façon de faire. Alors ma façon d'être, donc c'est ma façon d'être à moi, c'est ma façon d'être au monde, c'est la manière dont je communique mes émotions, mes désirs, mes pensées. C'est aussi la façon dont je peux toucher à une vérité simple et authentique pour me connecter davantage à moi-même, mais également à l'autre. Parce que plus je serai authentique, ou plus je suis authentique dans ma façon de choisir le chemin, la voie, l'orientation, et plus l'autre peut se positionner avec légèreté et quiétude, même si ce désir de connexion ou cette connexion éventuelle peut ne pas donner une suite idéalisée ou envisagée. Donc voilà, cette nouvelle lune m'a permis de prendre du recul par rapport à ce travail-ci, aussi de voir dans quelle mesure je souhaitais, pour moi et pour vous, réaffirmer mon engagement, de continuer à vous proposer des interprétations de, de pistes de conscience, de pistes de développement personnel et nous aider, vous aider à faire des choix qui soient aussi conscients que possible de manière à ce que vous puissiez cheminer avec une plus grande liberté. Voilà. Donc cette pleine lune qui aura lieu demain à 9h18, eh bien, elle m'amène à poser les bases d'une réflexion qui touche à ce que moi je vais appeler la dialectique. Alors, la dialectique, c'est un mot qui trouve ses racines dans la langue grecque et qui fondamentalement conçoit qu'il existe deux points de vue opposés, okay, deux positions d'esprit qui soient potentiellement antagonistes, et que l'idéal serait de pouvoir donner libre cours à l'expression de chacun de ces points de vue antagonistes pour que l'on puisse cheminer vers ce que l'on pourrait nommer davantage de vérité. Okay, donc s'il existe deux points de vue antagonistes, eh bien, deux forces opposées peuvent entrer en conflit, en rivalité, et chacune peut avoir tendance à vouloir imposer son point de vue à l'autre. Bon, aujourd'hui, on assiste énormément, on en a déjà beaucoup parlé dans les tirages Tikkun précédents, on assiste énormément à des positions qui sont parfois extrêmes ou radicales, où il n'y aurait en fait fondamentalement qu'une seule vérité. Il n'y aurait pas d'autre voie, ce que l'on pourrait appeler la voie du milieu, où je ne vais pas nécessairement parler de consensus, mais en tout cas de désir de pouvoir concilier des oppositions et de pouvoir s'ouvrir à une conscience différenciée sans nécessairement avoir besoin de rejeter, d'exclure ou de détruire. Voilà, donc la dialectique pour moi c'est très important parce que plus on avance dans cette crise planétaire, comment j'appelle une crise sanitaire et économique, plus on se rend compte qu'il y a des tentations et des tendances qui vont vers davantage de rejet, de, de liberté de choix. Et donc, il y a probablement aussi pour vous toute une série d'inquiétudes qui vous amènent à vous poser des questions au regard du confinement, au regard de la liberté d'expression, au regard de la liberté d'association, puis aussi au regard de la liberté d'exercer un métier ou une profession. En termes de dialectique, eh bien, je pense immédiatement à l'utilisation du terme non essentiel, que je trouve dans une certaine mesure extrême, puisque
prétendre qu'il existe des métiers ou des activités non essentielles, eh bien c'est ignorer simultanément l'essentialité ou l'essence de cette activité pour celles et ceux qui l'exercent. Et donc ça me renvoie aussi à une autre information, d'une mémoire dont certaines et certains d'entre vous se souviendront probablement, soit parce qu'ils l'ont vécu, soit parce qu'ils en ont entendu parler. C'est l'idée que lorsque, pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis, l'Allemagne nazie, avaient pris le parti de mettre en place des camps dits de travail, et que l'on connaît tristement sous le label de camps de concentration. Eh bien, lors de la sélection préliminaire, quant à savoir si certains individus allaient être autorisés à travailler, et entendez bien travailler au sens le plus péjoratif du terme, parce qu'il s'agissait bien entendu d'une forme d'esclavage, mais donc auraient la possibilité de travailler, et donc recevraient un minimum vital pour pouvoir exercer cette activité dans des conditions effroyables, et donc, entre guillemets, avoir accès à une survie, et donc potentiellement à la vie. Et d'autres à qui on n'accorderait pas ou on n'accordait pas le droit à ce travail élémentaire et qui donc allaient être soit envoyés dans les chambres à gaz, soit laissés pour compte dans des conditions inhumaines, en tout cas qui les prédestinaient vraisemblablement au trépas. Eh bien, lors de cette sélection, il a été utilisé fréquemment le terme travailleurs non essentiels. Je pense notamment que lors des tris préliminaires, donc les individus ils étaient forcés à défiler devant un examinateur sommaire qui allait leur demander quelle est votre activité principale, et en fonction de la réponse de cet individu, je vous renvoie à ce film de Steven Spielberg, Schindler's List, eh bien on allait lui dire si oui ou non il était considéré comme un travailleur essentiel ou pas. Donc les musiciens, les artistes de toute obédience, j'aurais même tendance à dire peut-être dans une certaine mesure des légistes, des juristes, peut-être même des médecins, allaient être considérés comme étant non essentiels, parce que ce dont on avait besoin, c'était éventuellement d'opérateurs machinistes, d'artisans industriels, ce genre de choses. Voilà. Donc cette réflexion sur la dialectique du mot essentiel, eh bien, moi je l'ai posée puisque on l'a beaucoup entendu, et il est parfaitement concevable que tout un chacun la trouve inacceptable ou inavouable. Voilà. Donc, pour démarrer notre tirage de cette pleine lune, moi je vous proposais de réfléchir à cette logique de la dialectique, et donc d'accepter que vous puissiez entendre des points de vue qui soient différents du vôtre, qui soient, le cas échéant, antagonistes ou opposés, et de voir dans quelle mesure nous pouvons l'entendre et cheminer idéalement ensemble dans un dialogue, dans une véritable dialectique, chacun ayant à un moment donné le loisir de s'exprimer sans jugement et sans exclusion, pour pouvoir trouver une voie commune et réapprendre à mieux vivre ensemble en interdépendance. Voilà, donc ça c'est la grande thématique du jour. Donc maintenant je vais regarder les énergies. On va commencer avec les énergies de la matière. Et donc dans les maisons de la matière, eh bien ici, je vais m'intéresser davantage à notre rapport à la sécurité matérielle et donc à l'argent, pour voir comment, dans le contexte de cette crise, nous allons pouvoir éventuellement identifier de nouvelles voies d'action. Dans la première maison, qui est la maison de la semaison, on voit apparaître le mât. Donc le mât, c'est la carte qui exemplifie la liberté absolue, la liberté de penser, mais surtout la liberté d'action, la liberté de mouvement. Donc c'est un désir probable en termes de matérialité pour beaucoup d'entre nous, c'est de pouvoir cheminer librement vers notre propre abondance, mais donc notre sécurité et notre stabilité matérielle, sans obstacle,
avec une conscience éveillée, en sachant que nous prenons une direction et nous la suivons sans tergiverser. Eh bien, si nous nous autorisons à faire ce qui est essentiel pour nous pour pouvoir nous connecter à notre abondance, nous allons pouvoir, pendant la période de planification dans la maison 2, nous habiller de l'énergie du chariot. Et donc c'est une énergie qui est victorieuse, qui est conquérante, qui est à peu près instoppable. C'est une énergie qui nous met à la maîtrise de notre attelage. Vous voyez ces deux chevaux que le chariot conduit sur son char, tel un prince conquérant. Eh bien, c'est celui qui va vers ses objectifs avec la conscience que son intention initiale, celle d'humain en l'occurrence, est la meilleure qu'il puisse suivre. Et donc c'est très important dans une phase de planification où l'on met en place l'ensemble des choses de nous autoriser à avancer avec l'énergie et au rythme du chariot et de ne pas nous laisser arrêter. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire brûler sur notre passage. Ça veut dire que nous pouvons nous équiper, nous armer si vous préférez, mais c'est un vocabulaire guerrier, de tous nos atouts. Et donc nous entourer des personnes qui vont nous permettre d'organiser une planification résolue et déterminée. Ensuite, dans la troisième maison, qui est la maison de la floraison, eh bien, vient l'éclosion des premières fleurs. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? La justice. La justice qui, pour beaucoup, à mon sentiment, va pouvoir représenter un besoin de justice par rapport à des situations qui sont intenables et qui, pour certains d'entre nous, peuvent être considérées comme étant iniques. Et donc c'est faire appel à la justice en nous-mêmes, mais également à la mobiliser autour de nous, pour pouvoir obtenir une réparation juste, équitable et humaine par rapport à une situation qui nous empêcherait, le cas échéant, de voir éclore les fleurs de notre travail et nous connecter à l'abondance matérielle. Donc la justice est un élément important qui nous invite à cette réflexion. Nous faire justice, sous respect des lois, bien sûr, mais utiliser les lois précisément pour pouvoir entendre donner justice ou rendre justice. Et donc dans la dernière maison, qui est la maison de la récolte, apparaît la lune. Donc on est dans un tirage de pleine lune, et donc cette lune, elle vient ici, au niveau de la maison de la récolte matérielle, et elle peut nous indiquer que il y aurait des peurs, des rêves également, un désir de connexion, donc c'est renouer avec une activité normale, notamment pour tous les secteurs qui aujourd'hui souffrent depuis de nombreux mois d'inactivité, tout simplement parce qu'ils n'y sont pas autorisés. Ça ne veut pas dire que certains ne se sont pas réinventés dans le contexte de leur activité ou ont changé d'activité. Et donc ça nous ramène également à une autre émanation de la Lune qui nous dit qu'il pourrait y avoir, pour certains d'entre nous, un besoin de rompre sans vivre la séparation par rapport à notre objectif ultime, qui est celui de nous connecter à notre abondance matérielle. Donc rompre, ça veut dire qu'est-ce que je pourrais éventuellement envisager avec courage et sans peur si possible, de quoi pourrais-je envisager de me séparer. Ça peut être toute une série de choses. Ça peut être un commerce, ça peut être une forme d'activité qui n'est plus satisfaisante et qui ne l'était peut-être déjà pas avant la période du confinement, mais qui pour nous serait l'occasion de reconnaître que nous pouvons avancer vers une abondance qui est celle dont on a l'intuition profonde avec le mât, sans avoir peur qu'un changement d'activité ou un changement d'attitude fondamentale puisse nous séparer de notre abondance et de notre capacité à la réaliser dans notre existence. Dans les maisons de nos relations et de nos émotions, eh bien, ici, on va voir que lors de la rencontre, du désir de rencontre, donc le pas altruiste que nous faisons vers autrui, eh bien, c'est le magicien, le battleur qui arrive et qui nous dit qu'en fait, il y a une pleine potentialité pour nous donner
la pleine autorité et la pleine autorisation à aller vers l'autre, à le rencontrer avec nos pleins potentiels respectifs. Et donc ici, c'est également une carte qui est très dynamique, qui est très candide. Donc elle n'est pas nécessairement immature, mais elle est candide au sens où le premier pas, on le fait. Et advienne que pourra. Et donc, si on fait ce premier pas et que l'on reconnaît que c'est un désir de connexion et que ce désir de connexion, eh bien, il porte en lui sa pleine potentialité, on va rentrer dans des relations potentiellement fructueuses qui, lors d'une phase de codépendance, nous proposent de réfléchir avec l'émanation du pendu. Donc le pendu, c'est celui qui se met la tête à l'envers pour pouvoir regarder le monde autrement et envisager une autre façon de faire. Donc je vous avais dit, au fait, dès le départ, ici, vraiment, c'est comment est-ce que nous pouvons faire autrement. Quels sont les mécanismes, quels sont les réflexes que nous avions inscrits en nous, qui n'étaient peut-être pas salutaires et qui, le cas échéant, menaient à des relations de codépendance néfastes. Eh bien, quels sont-ils, ces mécanismes que nous pouvons reconsidérer pour pouvoir aborder notre désir et nos nouvelles rencontres autrement, pour vivre une codépendance distinguée, de manière à pouvoir arriver dans la troisième maison, qui est la maison de la singularité ou de l'individualisme, où, lors d'une codépendance vécue, ou vue comme étant toxique, eh bien, nous aurions besoin de nous affirmer dans notre singularité. Alors, plutôt que de vouloir dévorer l'autre parce qu'on le voit comme étant une menace, donc codépendance dit, mon Dieu, danger, alors il vaut mieux que j'absorbe l'autre, ou alors je m'enfuis. Bien, plutôt que de rentrer dans ces mécanismes, je dirais, simplistes ou élémentaires, eh bien, on va pouvoir, avec la carte de la roue de fortune, envisager d'observer notre rapport à des émotions qui seraient sclérosées. Parce que si on observe ces émotions, et que l'on réalise que nous sommes des êtres émotionnels, et que nos émotions nous amènent, le cas échéant, à agir de manière abrupte et peut-être un peu anarchique, hein, et donc de prendre des décisions émotionnelles qui sont préconditionnées par de vieilles blessures, par exemple, eh bien, avec la roue de fortune, on peut envisager que ces émotions soient mises salutairement à profit pour pouvoir envisager autrement la codépendance et l'expression de l'individualité dans la relation. Okay, donc ici, c'est vraiment une carte fortuite, mais qui parle de nous connecter à nos blocages émotionnels. Et alors, dans la quatrième maison, qui est la maison de l'interdépendance, peut venir l'énergie de l'ermite, qui, elle, est une énergie éclairée par la sagesse des expériences préalables, et lui permet non seulement d'agir autrement, hein, donc c'est faire autrement, qu'est-ce que je peux envisager de changer dans ma manière d'être à l'autre dans mes émotions, dans mes relations au regard des émotions que je traverse, pour pouvoir enrichir l'interdépendance d'une sagesse acquise. Donc l'ermite va être à la fois celui qui est sage pour lui-même, mais celui qui peut, par transmission, ouvrir sa sagesse aux autres. Donc dans l'interdépendance, le vivre ensemble, le vivre autrement, eh bien, toutes ces idées de dialectique, d'écoute, de remise en cause et en question de nos paradigmes, de nos croyances et de nos façons d'être et de faire, eh bien, nous permettent peut-être d'envisager une autre façon de vivre ensemble. Et pas nécessairement de devoir traverser l'interdépendance en ermite, c'est-à-dire comme des êtres isolés, reclus, et donc qui vivent confinés. Voilà. Dans la troisième série de maisons qui touche à notre vie créative et bien entendu à notre vie sexuelle, la première maison qui est la maison, moi j'appelle de la prière, eh bien voit apparaître la carte de la papesse. La papesse qui ici propose d'être intuitif et conscient sur nos désirs créatifs, qu'est-ce que nous voulons réaliser, qu'est-ce que nous voulons créer, que ce soit sur le plan de notre vie sensuelle et sexuelle, mais également sur le plan de
de la créativité pure, okay, quels sont nos projets créatifs auxquels nous voulons donner cours, eh bien ici la papesse nous propose d'être notre propre enseignant et donc d'aller plonger dans nos études, dans nos lectures pour pouvoir enrichir notre désir créatif d'une instruction. Okay, donc ici ce n'est pas une matière brute, c'est une matière qui est façonnée, à l'instar du livre que la papesse tient sur ses genoux. Et donc si jamais nous faisons ce travail d'introspection, d'étude et d'éclairage dans l'énergie de la papesse, qui nous ramène finalement à des activités assez simples, étudier, lire, apprendre, eh bien nous allons enrichir notre vie sensuelle, maison numéro 2, de l'énergie du monde, le monde qui propose un accomplissement, qui propose une reconnexion à l'ensemble de nos composantes, qu'elles soient matière, qu'elles soient émotion, qu'elles soient intellect ou qu'elles soient passion. Et donc l'œuf qui apparaît en fait sur la carte de la papesse, vous le voyez à droite de la carte, donc à la gauche de la papesse, cet œuf il est clos dans la carte du monde, et donc cet œuf c'est nous en fait, c'est cet être universel, en fait dans le film 2001 l'Odyssée de l'espace que certains auront peut-être vu, c'est ce fœtus cosmique qui apparaît dans l'œuf maternel, ou plutôt dans le ventre maternel, et qui a déjà en fait une conscience du tout. Et donc dans notre vie sensuelle, eh bien, le monde tranche avec la carte de l'empereur qui était apparue des semaines consécutives, hein, et qui nous appelait à installer l'empire sur nos sens, sur notre sensorialité, sur notre sensualité, et donc apprendre à acquérir une certaine maîtrise, ne pas nécessairement céder à des désirs ou à des besoins pulsionnels ou impulsifs. Et donc le monde, en fait, c'est une sensualité, c'est une sensorialité qui est particulièrement épanouie, qui est particulièrement enrichie et libérée. Parce qu'elle a acquis cette conscience de son être. Et donc dans la troisième maison, qui est la maison de la sexualité ou de la créativité pure, et bien là nous pouvons vraiment agir en parfaite symbiose avec notre être. Cet être éveillé dans la sensualité, et bien il s'exprime dans la sexualité ou dans la créativité avec la force qui est dans sa maison native, ce qui est très beau d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'il y a place pour une action maîtrisée, pour une action consciente. Okay. Ça veut dire aussi que seuls et ceux d'entre vous qui auraient jusqu'à présent hésité à mettre en place un projet créatif ou éventuellement à vivre une sexualité épanouie avec la personne ou les personnes de leur choix, eh bien, peuvent s'y autoriser en conscience. Et donc ici, pour des projets créatifs, prenons l'exemple de Tikkun, moi j'ai eu besoin d'un mois pour pouvoir me reconnecter, eh bien, il m'a fallu l'énergie de la force aujourd'hui pour m'autoriser à faire ce tirage et à m'exprimer le plus librement possible en fonction de mon ressenti et de mon expérience. Et donc dans la dernière maison, qui est la maison du magnétisme, donc c'est tout ce que nous attirons à nous sur le plan créatif pour pouvoir œuvrer et transmettre notre création, notre créativité au monde, le cas échéant des enfants, pour ceux qui ont des projets d'enfantement. Et donc vous voyez d'ailleurs que dans la colonne de gauche, avec la papesse et le monde, on a 2 œufs qui sont clairement présents. Donc il est possible que on voit des désirs et des projets de naissance, et donc des désirs d'enfants, magnifiques, pour autant que ceux-ci soient éclairés d'une conscience absolument limpide, que nous reconnaissions que c'est ça que nous choisissons de faire, et que, le cas échéant, si nous choisissons de mettre un enfant au monde, eh ben, nous puissions lui apporter le plus beau projet possible pour que cet enfant puisse rayonner dans sa parfaite émanation de conscience et être libre de cheminer. Voilà, et donc ça c'est la mort qui apparaît, donc l'arcane sans nom, qui apparaît dans cette maison du magnétisme et qui dit on va balayer tout le vieux bazar là. Donc on va balayer les vieux paradigmes, les vieilles croyances, elles sont limitantes, on va aussi évacuer peut-être la peur de la mort et donc du deuil, ce qui veut dire que nous pouvons en fait fondamentalement accomplir des projets créatifs, débarrassés de toute angoisse de le voir mourir, dérobé et donc disparaître. Ce qui veut dire aussi qu'il y a un besoin vraisemblable ici pour rayonner dans un magnétisme créatif de dire merde,
à un certain passé. Okay, donc on en revient à se faire autrement, ce changement de paradigme, la reconnaissance intrinsèque que nous avons de notre capacité à ne pas faire systématiquement de la même manière. Ça veut dire développer une conscience pour vérifier que nous puissions envisager d'autres pistes, d'autres voies, d'autres modes d'action par rapport à ce que nous avions l'habitude de faire. C'est juste une question de conscience. Les habitudes, eh bien, lorsqu'on y est confronté, je me dis, là, je vais faire un truc automatique, okay, je vais le faire, j'ai l'habitude de le faire. La question est de voir si je peux, moi, m'extraire en conscience du moment et valider que c'est utile, c'est facultatif, ou le cas échéant, en fait, oui, je le fais parce que c'est super. Voilà, donc dans la quatrième série d'énergies, qui sont les énergies intellectuelles et mentales, dans la première maison, qui est la maison de Thanatos, donc notre rapport justement à la mort et au deuil, apparaît la carte numéro 20 du jugement. Et donc le jugement qui dit que il y a nous avons accès à une nouvelle conscience. Nous avons accès à une nouvelle conscience et que cette nouvelle conscience, si elle émerge, donne comme enseignement une révélation. Donc je rappelle, parce que finalement c'est souvent les mêmes messages, mais c'est ça qui est la beauté, je pense, des archétypes, c'est que leur caractère universel donne la possibilité en fait d'en faire le tour et d'avoir le sentiment que, eh bien, ils sont tous pratiquement porteurs du même message, avec des filtres différents malgré tout. Et bien donc en fait ici la révélation, donc cet ange qui descend du ciel et qui apporte son message, c'est reconsidérer notre rapport au deuil et à la mort. Et donc sortir peut-être enfin de cette peur de la morbidité, de la mortalité qui nous tenaille comme si nous étions, nous, en fait, finalement pris dans un carcan et que malgré le fait que nous en ayons les clés, nous y restions dans cette position d'inconfort, mais peut-être parce que cet inconfort est tout le confort que nous connaissons et que en sortir nous fait peur. Okay, donc sortir de cette peur en autorisant notre conscience à accéder à une autre façon de regarder notre rapport à la mort. On passe alors dans la maison de la guérison, et là c'est la carte numéro 16 de la maison de Dieu qui apparaît et qui vient dire l'ego il va en prendre plein la gueule. L'ego va en prendre plein la gueule parce que pour pouvoir guérir, en fait, nous aurions besoin vraisemblablement de choisir en conscience de soigner nos blessures narcissiques. Je répète, comme je le disais au début, finalement, en fait, cette logique dialecticienne néfaste et préjudiciable qui se développe, c'est pour ou contre, tu es avec moi ou tu es contre moi, ça c'est la vérité et ta vérité j'en veux pas. Ce sont pour moi des expressions purement narcissiques. Elles sont fondées sur des croyances et elles sont basées sur des peurs, bien entendu. Mais donc, ici, la Maison de Dieu, elle vient dire que pour guérir, fondamentalement, il faut sortir de notre tour d'ivoire, parce que si on n'en sort pas de manière libre, consciente et consciencieuse, eh bien, le ciel peut nous tomber sur la tête. Donc ce n'est pas une prophétie ce que je raconte, c'est simplement une image d'Épinal, mais elle a une belle valeur. Donc elle nous rappelle que si nous ne sortons pas de notre prison dorée, eh bien cette prison dorée, tôt ou tard, va être balayée par les intempéries, des événements extérieurs, une invasion, une épidémie. Et donc, avec cette conscience de nos blessures narcissiques et notre capacité en fait de les regarder en face, c'est est-ce que je fonctionne de manière égotique, en fait, où ma réponse à une proposition, elle est simplement liée à une position ou une posture d'ego, eh bien, est-ce que je ne peux pas la reconsidérer pour voir qu'en fait, finalement, mon ego, il n'a absolument rien à souffrir du fait que quelqu'un puisse proposer une version ou une vision différente de la mienne. Ça n'exclut pas que moi je puisse continuer à adhérer à ma position, ça n'exclut pas non plus que je ne puisse pas considérer que cette position, elle était peut-être butée et sottement narcissique, et que donc je puisse lâcher prise en disant à l'autre, oui, en fait, ta proposition, elle est cool. J'ai rien perdu, au contraire, j'ai gagné. Okay, je ne me suis pas soumis. Je me suis élevé. Et donc, dans la troisième maison, qui est la maison de la libido,
hein, Eros, eh bien là apparaît notre ami l'empereur, qui jusqu'à présent était cantonné dans sa maison de la sensualité, il nous disait dresse l'empire sur tes sens, eh bien ici en fait notre empereur il vient nous dire eh bien maintenant il va falloir acquérir une certaine stabilité, un certain empire sur l'éros. Okay, donc l'éros c'est finalement tout l'univers fantasmagorique de la pensée libidineuse, mais aussi la pulsion de vie. Attention, ce n'est pas que l'érotisme et le sexe, au sens littéral, je veux dire. Et donc ici, il nous dit, bon, bah, il y a maintenant peut-être à envisager de gagner davantage en conscience sur des formes que je vais appeler perverses. Okay, et donc ce mot, il est magnifique parce que pervertir, c'est simplement retourner. Donc c'est lorsque nous avons mis en place de manière routinière, je dirais, et déviante, tout simplement un plaisir ou un désir original ou originel. Eh bien, lorsque l'on l'a institué en perversion, c'est-à-dire que l'on a fait pratiquement un temple, une institution, eh bien, on est sorti de la simplicité du désir et donc de la pulsion de vie et on rentre dans quelque chose qui est particulièrement maladif, je dirais. Donc ici, ben, il vient nous dire ta sensualité c'est une chose, mais ton délire mental en matière de pulsion de vie, eh bien, canalise-le, stabilise-le et vis-le en conscience de manière à ce que tu puisses sortir de tes routines érotiques. Même si ces routines érotiques, elles touchent à l'alimentation, à la médication, à la boisson, que sais-je, ou autre. Okay, et donc dans la dernière maison apparaît l'impératrice qui, elle, en fait, en vis-à-vis de la maison de Dieu, nous dit que dans la maison de notre ego, eh bien, il est temps pour nous de devenir notre propre impératrice. Et donc l'impératrice, c'est celle qui va avec une évidence, une quiétude mentale, mais également une capacité d'action libérée et de parole créatrice, qui va être capable de tempérer son ego, et donc tempérer son ego pour en fait le rassurer sur une direction qui est saine et stable, mais également sur le fait que ben, il peut, dans la communication notamment, s'ouvrir à quelque chose de plus créatif. Okay, souvenez-vous, on disait, mais comment est-ce qu'on peut faire autrement? Eh bien ici, par rapport à notre ego, voyons comment est-ce que nous pouvons nous repositionner dans nos dérives narcissiques et égotiques et envisager simplement de regarder ça avec un énorme sourire, se dire, si j'étais créatif maintenant, eh bien je m'autoriserais à faire tout à fait autrement. Et comme je l'ai dit préalablement, à ne pas me sentir écrasé, soumis, subjugué. Parce que finalement, en fait, il n'y a rien à perdre et rien à gagner. Dans les maisons de notre individuation, dans la première maison, apparaît le soleil qui vient dans la maison de la vocation. Donc ici, je vais mettre en parallèle le soleil et à sa droite, l'étoile. Et donc, en fait, ils sont inversés, à savoir que la carte de l'étoile devrait normalement apparaître dans la maison de la vocation, c'est sa maison native, et la carte du soleil aurait dû ou aurait pu apparaître dans la maison de l'union, qui est sa maison native. Et bien ici, en fait, les deux sont inversés. C'est intéressant, ça veut dire que, en fait, notre vocation est appelée à se connecter à notre désir d'union. Alors, ça peut vouloir dire que nous projetons déjà un couple comment s'appelle ce couple suprême, le couple idéal que forment Adam et Ève, par exemple, et d'autres couples emblématiques dans l'histoire des mythologies humaines. Et bien donc, en fait, cette projection du couple idéal, du couple sacré, eh bien, nous aurions besoin, pour pouvoir nous connecter à notre vocation, de le reconnaître en nous et d'en faire l'union. Je vous rappelle, j'ai déjà beaucoup parlé de ces composantes masculines et féminines que nous avons tous et toutes, et qui sont, pour beaucoup d'entre nous, régulièrement déséquilibrées ou désharmonisées. Donc ici, faisons la syntonisation, la réharmonisation de notre pendant masculin et de son féminin, pour pouvoir nous autoriser à
nous unir et simultanément à nous connecter à notre désir vocatif. Qu'est-ce que je veux accomplir dans cette vie? Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Donc, on verra plus tard alors ce que vient nous dire l'étoile. Dans la deuxième maison, qui est la maison de la séparation, apparaît l'amoureux. Donc l'amoureux qui nous dit, bon ben, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire pour sortir du sempiternel cycle de nos séparations, de nos ruptures, et puis également aussi sortir de notre peur de la séparation. Finalement, c'est ça qui est la clé. Okay. Et donc, si nous avons fait l'union avec le Soleil, eh bien, cette union préalable nous permet de faire des choix réfléchis et conscients dans la maison de la séparation au regard de ce dont nous voulons nous séparer, okay, que ce soit littéral ou objectif, mais également de ce dont nous avons peur d'être séparés et qui n'a peut-être aucune raison d'être à partir du moment où on reconnaît que ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une fabrication de l'esprit. Voilà, donc les choix que l'amoureux a à faire, c'est quelles sont les séparations qui me seraient salutaires, okay, par exemple. Ou reconnaître quel type de séparation représente pour nous une forme de crainte qui est inhibitrice et ne nous permet pas de nous accomplir et de nous réaliser. Et donc viendrait faire obstacle à l'union préalable dans la maison de la vocation. Pardon. Et donc dans la troisième maison, qui est la maison de l'union, eh bien c'est l'étoile qui dit maintenant que nous avons transcendé notre peur de la séparation et que nous avons reconnu notre désir d'union intérieure, mais également l'union que nous pouvons former avec quelqu'un à l'extérieur, sans la qualifier d'aucune manière d'ailleurs, ce qui veut dire que je ne parle pas d'union amoureuse plus que d'union familiale ou professionnelle. Et donc, dans la maison de l'union, la carte de l'étoile vient nous dire, maintenant, je prends ma place, okay, et donc je me retrouve face à moi-même, débarrassé de mon idée de dualité. Parce que si cette dualité, j'en ai fait l'union préalablement, ma vocation s'ouvre dans une union où je me suis reconnu. Moi, vous voyez, l'étoile, elle vient seule. C'est intéressant parce que le soleil commence avec 2 personnages. Dans la carte de l'amoureux, on en voit 3, voire 4, puisqu'il y a chérubin en plus, donc ça commence à faire beaucoup de monde autour de la table. Eh bien, lorsque l'on a réussi à faire le tri adéquat et plutôt l'unification de nos différentes composantes, duel ou dual, eh bien, nous sommes face à nous-mêmes dans un désir vocatif qui nous permet de nous unir et donc de préparer l'étape de l'accomplissement qui, dans la maison de la révélation, voit apparaître, excusez-moi, mais décidément, j'ai mangé un sandwich libanais, délicieux d'ailleurs, mais il y avait énormément d'ail et l'ail produit des gaz, pour moi en tout cas. Voilà, je suis désolé, c'est très basique ce que je vous dis, mais ça me permet aussi de relativiser ce qui se passe. Et donc la carte de la tempérance, ou tempérance, qui apparaît dans la maison de la révélation, eh bien, nous permet de choisir, en âme et conscience, de tempérer l'ensemble de nos activités d'individuation, d'accomplissement. Donc ça veut dire que si nous sentons à un moment donné que nous virons, que nous versons vers quelque chose qui est très sclérosé, très routinier, où on fait finalement systématiquement la même chose. Je rappelle, le thème central ici, c'est dialectique et faire autrement. Donc sortir de cette routine où je fais tout le temps la même chose. Si je fais tout le temps la même chose, en fait, je ne tempère pas les conditions de mon existence et non, je ne tempère pas les conditions de mon accomplissement. Okay. Par exemple, si j'ai l'habitude de me coucher dans mon sofa chaque fois que je me sens fatigué, et puis éventuellement la tentation viendrait de mettre un film ou une série sur Netflix, hein, mais voilà, je fais un peu de publicité, je ne suis pas payé pour. Hein. Eh bien, tiens, est-ce que je ne pourrais pas envisager de faire autrement? Par exemple, prendre un bouquin, ce bouquin que je mets de côté depuis tellement longtemps, est-ce que je ne pourrais pas le lire maintenant? Tiens, oui, je pourrais le faire. Verser à d'autres activités, et puis en fait, balancer simplement. C'est tout, balancer l'ensemble des activités de manière à ce que ce soit harmonieux dans la globalité. La juste dose d'extérieur, d'intérieur, de connexion sociale, de sédentarisme, de solitude, de sexe, de nourriture, de jeu,
je ne sais pas, j'en passe et d'autres. Voilà, donc finalement la révélation c'est tempérons notre chemin d'accomplissement et autorisez-nous à faire les choses que nous reportons peut-être régulièrement au calendrier grec pour ne pas avoir à nous autoriser à faire autrement. Alors, dans la maison suivante, qui est la maison de l'éveil, apparaît le diable. Alors, le diable est formidable parce que dans la maison de l'éveil, il nous dit, là, il va falloir maintenant reconnaître ce diable en toi. Ce diable en toi, c'est celui qui a besoin de prendre le pouvoir. Okay, donc d'exercer sa puissance, le cas échéant, au détriment d'autrui. C'est celui qui, ou celle, parce qu'il y a des diablesses, qui, dans sa toute-puissance, va attacher autrui, mais va également s'attacher. Parce qu'en fait, s'il attache, eh bien, il est inévitablement lui-même dans l'attachement. Et donc, ce diable, il est beau, en fait, parce que c'est le porteur de lumière, c'est Lucifer. Et Lucifer, au départ, c'est, dit-on, l'ange déchu, mais peut-être c'est cet ange qui a été préféré aux autres, mais qui a reçu la mission ingrate de devoir porter la lumière sur terre aux hommes, et donc d'être privé de sa capacité à rejoindre les divinités dans le ciel cosmique paradisiaque. Et donc voilà, donc c'est une mission qui est ingrate que celle du diable, et donc on ne l'aime pas beaucoup, surtout dans la chrétienté, et puis dans d'autres religions, je pense, on ne l'aime pas beaucoup. Alors moi, je ne vouerais pas un culte au diable, pas plus qu'à aucun des autres personnages ou protagonistes présents dans ce jeu. Je dirais simplement qu'il a sa place comme tout autre, parce qu'il est sympathique, et que plutôt qu'à le rejeter, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il devienne oppressant, et qu'il vienne nous griller les orteils, à force d'avoir été ignoré, eh bien qu'on puisse l'accueillir simplement en disant ok, je te vois, je te connais, je te comprends. De temps en temps, je cède à ta tentation, puis de temps en temps, je peux te dire merci, c'est gentil, mais ça ne m'est pas nécessaire et je vais pouvoir vivre avec la conscience de ton existence. Mais je vais faire autre chose, je vais passer provisoirement mon chemin. Donc voilà, lorsque notre diable a pu s'exprimer, qu'on lui a donné une expression saine et sereine, qu'on l'a reconnu chez soi, chez l'autre, sans jugement, eh bien arrive notre pape dans la maison du sommeil. Et donc dans la maison du sommeil, il rappelle pour la deuxième fois, puisque c'est pas la première fois qu'il apparaît dans cette maison, que il y a peut-être pour nous matière à réfléchir à nos comportements automatiques, que ce soit dans notre sommeil, ou alors dans des conditions dites d'éveil en pleine journée où nous avons mis le pilote automatique et nous avons oublié de nous connecter à notre conscience. Et bien donc lui, en fait, c'est un éclaireur, c'est un médiateur, c'est celui qui peut éventuellement apporter des informations sur nos rêves. J'avais déjà posé la question et je la repose. Je m'intéresse moi personnellement à l'interprétation des rêves, puis j'en fais beaucoup pour l'instant. J'ai pas encore trouvé les mécanismes pour pouvoir m'en souvenir de manière aussi lucide que possible au réveil, donc de pouvoir, le cas échéant, soit faire mon introspection du rêve, soit éventuellement en parler avec une ou un spécialiste et lui demander de me donner des informations qui me permettraient de me guider. Parce que, je le rappelle, le sommeil, ça représente quand même au minimum un tiers de notre existence, à savoir que nous sommes également en sommeil dans des moments d'éveil ou de lucidité, parce que nous avons mis le pilote automatique. Donc, c'est important, peut-être pour moi en tout cas, d'envisager que nous puissions apporter plus de conscience dans cette partie inconsciente ou subconsciente de notre existence, qui représente un poids ou un volume non négligeable. Voilà, écoutez, c'est fini. En fait, j'ai passé en revue les 22 maisons, je suis ravi de l'avoir fait. Je ne sais pas du tout quel est le timing. 44 minutes, ça a été un petit peu plus rapide que d'habitude. Et je vous propose simplement d'en rester là. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir que moi à suivre cette lecture. J'ai pas lu grand-chose. Enfin voilà, donc cette session de Tikkun. Je vous souhaite le meilleur. Je voudrais aussi terminer sur l'idée que je donne des consultations individuelles pour ceux et celles que ça intéresserait.
Évidemment, les consultations individuelles se basent sur un thème de naissance, tikkun, et donc sur base de votre date, lieu et heure de naissance, moi, je vais pouvoir vous montrer quelles sont les 22 positions des 22 cartes tikkun dans les 22 maisons natives au moment, à l'heure et depuis le lieu d'observation de votre naissance. Tout ça est basé simplement sur des positions astronomiques, pas astrologiques. Donc astronomie. Donc je vais aller chercher les positions d'un certain nombre de corps célestes ou de positions dites astronomiques, qui sont des calculs basés sur très très anciennes équations, la plupart développées par les Arabes. Et sur base de ces informations que je vais aller chercher dans les serveurs de la NASA, eh bien, je vais pouvoir vous proposer non pas un thème astrologique de naissance, mais un thème tikkun de naissance. Et donc, qui peuvent vous permettre d'évaluer quelles sont les ressources disponibles ou à votre disposition pour pouvoir, en conscience, vous orienter par rapport à votre chemin d'accomplissement, d'individuation, mais également chaque fois que vous auriez une question existentielle ou l'une ou l'autre difficulté à surmonter. Voilà, merci, au plaisir, à bientôt.